Avant de commencer, je vais vous poser une question. Prenez 3 secondes dans votre tête pour y répondre. C'est vraiment important pour la suite. Êtes-vous toujours la même personne ? Vraiment ? Parce que de mon côté, je connais un homme qui a passé sa vie à chercher qui il était. Bienvenue au jardin de la pensée. Installez-vous bien, car aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle de l'homme picassien. Fermez les yeux et laissez-vous porter par vos pensées. Prenez le temps. Voilà, on peut commencer maintenant. Il existait, il y a bien longtemps, un petit village, niché entre des montagnes, où le ciel était strié de bleu cobalt et d'ocre rouge, où les maisons dansaient entre les grands arbres comme des cubes flottants, poussés par le vent. Là-bas, chaque habitant naissait avec un visage sculpté, à la façon d'une toile picassienne. Des yeux en amande décentrés, des nez en spirale, ou encore des bouches en forme de croissant de lune. Mais surtout, chacun portait sur son visage une unique émotion, figée pour l'éternité. Un sourire raidi, une colère gravée dans le marbre d'une peau, ou encore des larmes qui ne séchaient jamais. La boulangère avait des yeux aussi brillants que des perles, et une bouche en arc de cercle parfait, toujours souriante, même quand son four brûlait ses pains. Le forgeron, quant à lui, arborait des sourcils en forme de V menaçant, et un front plissé, condamné à la colère, même face à un enfant égaré. Et enfin, la vieille conteuse avait constamment les yeux en larmes, et ses histoires, bien que joyeuses, sonnaient toujours comme de lourds adieux pour ses auditeurs. Personne ne remettait cela en question. On naissait avec son expression, on vivait avec, on mourait avec. C'était la loi de ce village. Ton visage est ton identité, et tu ne peux pas le nier. Pourtant, au milieu de cette symphonie de traits immobiles, un homme se regardait souvent dans le miroir, les doigts tremblants. Son visage, à la différence des autres, bougeait. Notre héros, l'homme picassien, était différent des autres. Il était né avec un visage particulier. Celui-ci refusait de se fixer. Le matin, sa bouche était légèrement soulevée, comme un sourire timide. À midi, elle s'affaissait en une courbe mélancolique. Et le soir, elle ondulait, tantôt concave, tantôt convexe, mais jamais vraiment droite. Chaque jour, il se penchait devant le miroir de sa chambre, palpant la surface de ses traits du bout de ses doigts pour essayer de capturer une expression définitive. En vain. « Pourquoi suis-je ainsi ?» murmurait-il. Les autres le regardaient toujours avec tellement de méfiance et de pitié. « Si tu n'es personne, c'est que tu es maudit », lui avait lancé un jour le forgeron. Un soir, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé de formes géométriques, l'homme picassien prit une décision. Il partirait. Peut-être quelque part existait-il d'autres visages comme le sien. Après des jours de marche, il découvrit un paysage plus obscur que celui qu'il avait connu. Un désert de béton où les bâtiments s'élevaient comme des pavés sans âme et où le ciel était d'un bleu pâle uniforme, sans nuances. Pas de couleurs vives, pas de formes audacieuses, juste l'absence, le vide. La vie semblait ici bien plus fade que ce à quoi il avait été habitué dans son petit village natal. C'est alors qu'il les vit, des êtres sans traits picassiens, sans lignes anguleuses ni courbes exagérées, des humains. Leurs visages changeaient à chaque instant, comme des rivières sous le vent. Il prit la décision d'en aborder quelques-uns. D'abord, il fit la connaissance d'une femme assise près d'un fleuve, le pinceau à la main.
Elle peignait sur une toile blanche, les sourcils froncés, la bouche tordue par la concentration. « Tu es en colère ?» demanda l'homme picassien, méfiant. « Non, répondit-elle en riant. Je suis frustrée parce que cette teinte de bleu ne veut pas sortir comme je le veux. Mais dans 5 minutes, je serai fière. Et ce soir, peut-être triste, qui sait ?» Il comprit que les émotions pouvaient coexister. La colère de l'artiste n'effaçait pas sa joie. Elle en faisait partie. Un autre jour, alors qu'il se rendait au marché, l'homme picassien tomba nez à nez avec un garçon qui jouait seul sur la chaussée. Il sautillait, souriant, puis pleurant en trébuchant, puis riant à nouveau de sa propre maladresse. « Pourquoi pleures-tu si tu ris ?» demanda l'homme picassien, lui tendant la main pour l'aider à se relever. « Parce que je suis tombée, mais c'est drôle !» répondit l'enfant, essuyant ses larmes du revers de la main. L'homme picassien fut surpris de la réponse immédiate du garçon. Il était pour lui évident de réagir ainsi. Il comprit alors la complexité de nos émotions. On pouvait être à la fois triste et heureux. Autrement dit, l'événement P et P bar n'étaient pas incompatibles, contrairement à ce qu'on lui avait toujours expliqué. Le lendemain, l'homme picassien fit une promenade dans un des grands parcs de la cité. Assis sur un banc, un vieil homme observait les pigeons, un sourire doux et amer aux lèvres. « Tu es heureux ?» demanda notre héros. « Non, pas tout à fait. Je dirais que je suis nostalgique, heureux de me souvenir, triste que ce temps soit passé. » L'homme picassien sentit son visage vibrer. Les mots du vieil homme, il ne le savait comment, avaient réussi à le toucher. Pour la première fois, une émotion nouvelle l'envahit, la mélancolie. Enfin, il aperçut un couple qui s'embrassait sous un réverbère. La femme souriait, les yeux brillants, tandis que l'homme serrait les poings, comme s'il avait peur de la perdre. « Pourquoi es-tu tendu si tu l'aimes ?» demanda-t-il. « Parce que l'amour, c'est aussi la peur de perdre, » murmura l'homme. Il comprit que l'amour n'était pas une émotion pure, mais un mélange de joie, d'angoisse et de désir. Au fil de ces rencontres, l'homme picassien cessa de lutter contre son visage. Il observait, écoutait, ressentait. Lui qui n'avait jamais su contrôler ses mimiques et qui avait toujours essayé de les cacher pour rentrer dans le moule, apprit peu à peu à les maîtriser. Un matin, devant un miroir brisé, dans une ruelle, il vit son reflet pour la première fois sans angoisse. Sa bouche ondulait, oui. Ses yeux passaient du rire aux larmes, certes. Et son front se plissait et se détendait, comme une mer sous la tempête. Mais le jeune homme se trouva plus beau ainsi. Il était animé d'une énergie nouvelle, presque déconcertante. Il n'était pas maudit, non. Il était libre. De retour vers son village, il hésita. Devait-il rentrer pour leur montrer qu'il avait changé, que son expression s'était, durant son voyage, 1000 fois transformée? Il choisit une 3e voie. Il reviendrait, mais pas pour convaincre, non. Pour offrir un miroir, comme les hommes de l'autre monde lui avaient offert le leur. Lorsqu'il franchit la porte du village, les pieds poussiéreux, les épaules affaissées par la fatigue, il fut accueilli comme un intrus, pire que ça, comme un inconnu. On lui tourna le dos, on ferma les volets, on prétendit qu'il n'existait pas. Au crépuscule, il s'assit sous le grand chêne, le cœur lourd, l'esprit malade. Cette nuit, il ne trouva pas le sommeil. Les étoiles étaient trop lumineuses, le vent soufflait trop fort, et ses pensées étaient trop animées. Cependant, après plusieurs heures à méditer, les yeux plongés dans l'obscurité, une idée le frappa. Et si les Picassiens comprenaient que leur visage n'est pas une prison, mais un outil de scène, murmura-t-il à la lune. Le lendemain matin, à l'aube, il construisit une grande scène sur la place. Les habitants curieux se rassemblèrent. Il en profita alors pour leur proposer un jeu. « Aujourd'hui, vous allez jouer quelqu'un d'autre.
dit-il avec assurance. Les habitants étaient d'abord réticents, mais quelques-uns se prirent au jeu. Le forgeron, habitué à la colère, se força à incarner la joie. D'abord maladroit, il trébucha, puis éclata de rire, et soudain, son front se détendit. La boulangère, toujours souriante, joua la colère. Elle criait, tapotait du pied, et quand elle s'arrêta, son sourire était plus léger, comme libéré de sa rigidité. « Vous voyez, dit l'homme picassien, vos visages peuvent bouger. Il suffit de leur en donner la permission. D'oublier vos identités. » Alors, qu'est-ce que l'on retient de l'histoire de l'homme picassien finalement ? D'abord, cet homme nous ressemble étrangement. On ne le comprend pas forcément au début, puisque l'on plonge dans un univers qui à première vue semble tout à fait différent du nôtre, tant par l'excentricité de ses personnages que par sa forme extravagante. Pourtant, le picassien nous rappelle étrangement, par sa naïveté, nos premiers pas dans le monde. Un enfant est captif des expressions de ses parents, il sait les retourner, comme un miroir. Un enfant apprend d'abord à communiquer grâce à son visage, avant même de parler. Le social nous révèle donc notre complexité. Sans autrui, l'homme picassien serait resté prisonnier de son angoisse. Ce sont les humains qui lui ont appris à accepter ces changements. Ensuite, le village picassien symbolise les sociétés, où chaque individu est réduit à une étiquette, son métier, son statut, son caractère supposé. Les humains incarnent la fluidité nécessaire pour évoluer. La rigidité des normes sociales cherche à nous protéger, mais c'est en fait dans le chaos des émotions partagées que nous grandissons. Enfin, le fait que l'homme picassien soit toujours en mouvement à la recherche de réponses nous laisse comprendre que l'identité n'est pas une destination, mais bien un voyage que l'on fait, avec les autres. C'est une évolution. Peut-être que ce qu'il faudra retenir en dernier, c'est l'importance cruciale du social dans nos vies. Le social n'est pas seulement un cadre qui nous définit ou nous aliène, comme dans le village picassien, c'est un espace de négociation permanent. On se découvre grâce au regard d'autrui, on se heurte aux normes, aux attentes, et on se dépasse en acceptant nos émotions et nos identités mouvantes. Après tout, peut-être que le vrai danger n'est pas de ne pas avoir de visage fixe, mais de croire qu'il en existe un. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Avant de vous laisser partir, si ce genre de conte et de réflexion vous plaît, je vous invite à suivre mon compte. Je posterai de temps à autre une nouvelle création, et en espérant que ce voyage vous aura plu. Je vous dis à très vite.